Ok, bonjour à tout le monde. Bonjour, je m'appelle Ludovic Takam. Je suis ingénieur spécialiste d'Infinet. D'un moment à l'autre, nous allons commencer. Donnons-nous juste environ 3 minutes, le temps d'attendre les retardataires. On peut prendre un petit café. Je vais donc faire ce webinaire avec mon collègue Samir, qui est là. Séance tenante, il pourra m'aider à répondre à vos questions. Vous pourrez les écrire dans la rubrique chat. Et puis, à la fin du webinaire également, nous passerons à la phase réponse aux questions. On attend encore 2 petites minutes. 2 petites minutes pour les retardataires. Bonjour, si vous m'écoutez bien, vous pouvez juste mettre bonjour Famara, bonjour Samir. Si vous m'écoutez bien, vous pouvez juste mettre un petit signe dans la fenêtre de chat pour que je me rassure que l'écoute est bonne. Ok, merci. Merci Samir. Ah, bonjour, bonjour Omar. C'est un plaisir. Tu vas bien, j'espère. Ok, on patiente juste un tout petit peu et puis on va commencer. Oui, voilà, voilà. Encore une petite minute. J'espère que vous allez bien, personne n'est malade. Ok, je pense que nous allons commencer et puis les autres pourront nous rejoindre séance tenante. Voilà. Donc, on va donc commencer. Voilà. Merci. Donc, nous allons donc commencer sans plus attendre. Je disais donc, moi, c'est Ludovic, ingénieur de Infinet Wireless. Et je vais donc faire ce webinaire en compagnie de mon collègue Samir, qui pourra également répondre à vos questions en chat. Et après le webinaire, il y aura donc une petite série de questions pour ceux qui en possèdent également. Je vais donc assister Samir dans la réponse aux questions. Voilà, donc aujourd'hui, nous parlerons de la conception des réseaux point à multipoint avec Infinet Wireless, avec également la réutilisation des fréquences et la synchronisation. Et dans notre webinaire, nous allons donc parler de 4 points essentiels. Il s'agira donc de l'option de sectorisation des stations de base. Dans cette option, nous verrons comment est-ce qu'on dispose les secteurs sur une station de base. Et j'aimerais attirer votre curiosité sur le fait que si vous m'entendez dire station de base, je parle ici là d'un site sur lequel des secteurs d'une station de base sont installés pour une couverture réseau. Donc, ne confondons pas un secteur et une station de base. Moi, j'aime bien utiliser ce langage-là. Donc, un secteur appartenant à une station de base. Une station de base peut être constituée peut-être de 4 secteurs de 90 degrés pour faire une couverture de 360. Bon, c'était juste une petite parenthèse. Donc, et puis après, on parlera donc de la réutilisation des fréquences.
Pourquoi la réutilisation? Parce que parfois, on est limité à un spectre assez réduit et il faut utiliser les fréquences, les réutiliser pour pouvoir mieux organiser notre réseau. Au troisième point, nous parlerons donc de l'outil de synchronisation qui s'appelle le Audio Sync. On parlera de ses caractéristiques principales et on verra donc comment il s'utilise et comment on le configure. Et puis, dans le quatrième et dernier point, nous parlerons du dépannage, c'est-à-dire qu'on essaiera de toucher quelques points, quelques aspects qui nous renseignent sur la qualité de la synchronisation et certaines méthodes pour pouvoir réduire ou alors faire des dépannages dans notre réseau. Sans plus tarder, nous allons donc passer à l'option de sectorisation des stations de base. Nous allons donc supposer le cas de 10 abonnés, par exemple, sur un secteur d'une station de base. Et sur chaque abonné, nous allons installer donc une antenne de 23 dBi. Et toujours sur la base du fait que nous voudrions fonctionner sur une haute modulation, la modulation max, et avec avec un bon coefficient de disponibilité. C'est très important. Bien sûr, on fera recours aux paramètres tels que la distance également, et puis l'énergie. C'est important. Bon, si nous regardons dans le premier cas ici, notre premier cas, il s'agit donc d'une installation avec antenne Omni. Ici, là, certes, le coût de ce type d'installation est réduit. On utilise un seul canal de fréquence et puis en antenne Omni, on sait très bien qu'il n'est pas toujours évident d'avoir des équipements ou du moins des antennes avec un coefficient d'amplification assez élevé. Donc, lorsqu'on a environ 11, 9, 12, c'est des cas récurrents. Ce qui fait que, effectivement, la portée, la distance ne sera pas aussi grande, jusqu'à 3 km à peu près. Et l'inconvénient ici, on sera donc limité en termes de débit. On aura une capacité sur la station de base qui n'est constituée que de cette antenne Omni. On sera donc limité à un débit juste de 240 mégabits parce qu'on ne peut qu'installer, voilà. Passons maintenant au deuxième cas que vous voyez. Sur ce cas, nous avons donc 4 sectoriels, c'est-à-dire 4 antennes dotées donc de secteurs de 90 degrés chacune. Donc, l'association de ces 4 antennes nous permet d'avoir une couverture sur 360 degrés. Donc, ces 4 antennes réunies, je les appelle une station de base pour une couverture de 360 degrés. Et chacune est dotée donc d'un coefficient d'amplification de 16 dBi. Ce sont des antennes intégrées. Bon, c'est un cas très fréquent et très utilisé à un coût moyen. Et puis, on a 4 canaux de fréquence avec 3 canaux d'intervalle de protection. On en parlera un peu plus bas, ce que c'est également. Là, ça devient encore intéressant dans la mesure où ça nous permet déjà d'avoir un débit qui va jusqu'à 960, presque 1 giga donc sur la station de base, contrairement au cas précédent qui n'était que de l'ordre de 240 à peu près. Voilà. Et puis, parlant du délai qu'on appelle généralement la latence, ça réduit déjà par rapport au cas précédent, puisque vous voyez en termes d'énergie, les répétitions, l'instabilité, donc ça peut jouer sur la latence. Et puis, la distance, bien sûr, elle augmente, puisqu'on a vu là que le coefficient d'amplification augmente. C'est tout à fait normal. Le rapport puissance de transmission plus ce coefficient d'amplification, ça fait booster la portée du signal. Voilà. Bon, on va donc au troisième cas qui est le cas qui fait appel à 6 secteurs de la station de base, 6 secteurs, et chaque secteur a 60 degrés, donc on couvre également les 360 degrés.
je pense bien 360, oui. Et chaque secteur est doté d'une antenne de 18 dBi. Donc ici, on se rend compte qu'on monte encore en coefficient d'amplification, ce qui fait que la portée du signal pourra également monter. On va voir qu'on atteint déjà une distance d'à peu près un peu plus de 5 km de rayon. Mais parlant de distance, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que nous sommes capables de faire des secteurs ou du moins des stations de base qui ont un rayon qui va jusqu'à 30, voire même 35 km de rayon. Mais on s'est fixé ici, là, sur deux critères. Le premier critère, c'est le coefficient d'amplification des antennes clients, donc des abonnés. On s'est fixé à 23. On pouvait mettre par exemple 28, on pouvait mettre 34 et voire même plus. Et comme je le dis, lorsqu'on monte en coefficient d'amplification, ça veut dire qu'on booste également la portée du signal. Donc voilà, ce qui fait que les 5 km dont on parlait ici, là, on se retrouve déjà en train de progresser. Le deuxième critère sur lequel on s'est donc appuyé ici, c'est le coefficient de disponibilité et la haute modulation. Parce que vous savez très bien que lorsqu'on prend pour référence donc la disponibilité et qu'on veut avoir une certaine constante, une certaine stabilité avec un débit bien précis, voilà, on tient compte également de la distance sur laquelle ces conditions seront donc réunies, quel que soit lambda. Donc, ce sont des choses déjà vérifiées, surtout que nous avons des instruments pour le faire et on en parlera peut-être plus tard dans d'autres webinaires, comment est-ce qu'on calcule tous ces paramètres-là. Voilà. Donc, pour notre troisième cas, on se rend compte qu'on a 6 canaux de fréquence et puis avec 5 intervalles de protection. La capacité devient beaucoup plus intéressante ici parce qu'on va jusqu'à 1,5 giga sur la station de base. Ça, c'est courant. Bon, je profite déjà de cette occasion pour vous donner une petite information. C'est que dans un bref délai, on aura donc des secteurs ou du moins des secteurs de stations de base qui auront donc des capacités pas de 240 mégabits net throughput, mais qui iront déjà jusqu'à environ 700 mégabits. Ça veut dire que, imaginez-vous, en mettant peut-être 6 ou bien 4 sur un secteur, on va donc dépasser, on sera à 2 gigas et demi, voire même 3. Et ça, c'est dans un futur, un bref délai, puisque un peu plus, je ne sais pas, dans quelques mois, il y a également un produit qui est en train d'être testé. Et ce produit nous donnera donc une capacité de 1 giga sur le secteur. Je n'ai pas dit sur la station de base, je parle du secteur. Donc, le moment venu, nos équipes vous tiendront informés. Voilà, c'était une parenthèse. Revenons donc à nos moutons. Voilà. Maintenant, là, nous allons nous pencher beaucoup plus sur la solution la plus courante. C'est celle de l'utilisation de 4 secteurs sur la station de base de 90 degrés avec 16 dBi de coefficient d'amplification sur un site. Nous voyons donc ici une certaine recommandation pour la disposition des fréquences et puis certains intervalles de protection. C'est-à-dire qu'il est recommandé dans ce cas de figure d'avoir l'intervalle de protection qui est sensiblement égal à la largeur du canal, c'est-à-dire on a un canal de 20 MHz, on a l'intervalle de protection de 20 MHz entre deux canaux. Pourquoi cet intervalle de protection? Lorsque deux canaux sont très rapprochés, ces canaux peuvent chevaucher, ce qui fait que les canaux peuvent se créer des interférences entre eux, ce qui fait que la nécessitation de l'intervalle de protection permet donc d'éviter ce genre de problème. Ici, nous avons donc 4 fréquences pour une couverture de 360 degrés. Associé à ça, donc, l'intervalle de protection un peu partout, on se retrouve avec un spectre total de 140 MHz qui n'est pas
qui n'est pas petit, c'est assez large, donc on trouvera donc des méthodes pour pouvoir donc réduire cela parce que le spectre, c'est pas évident de l'avoir toujours. Parlant donc de la réutilisation des fréquences, nous savons très bien que généralement l'obtention du spectre est souvent difficile parce que l'autorité de régulation, parfois, bon, certes, c'est moyennant un coût et parfois les fréquences ne sont pas toujours disponibles. Tout le monde veut bien et ça devient compliqué. Les spectres sont parfois très étroits. D'où la nécessité d'utilisation de la réutilisation de fréquences. Et nous pouvons aller dans le cas où nous sommes dans un spectre où les licences ne sont pas autorisées, c'est-à-dire dans un spectre avec sans licence, donc libre. Et on est souvent face également au problème d'interférence parce que c'est libre, tout le monde veut donc travailler sur cette plage de fréquences et puis il faut bien trouver des solutions pour gérer ce problème d'interférence. Regardons là, nous avons donc deux cas de figure. Nous voyons donc dans la première figure qu'il n'y a pas de synchronisation. Il n'y a pas de synchronisation. Ça veut dire que le secteur 2, 3 et 4, ces secteurs sont en train d'émettre alors que le secteur 1 est en train de recevoir. Or, il n'y a pas de synchronisation. Il n'y a pas de synchronisation, ce qui fait qu'il doit avoir interférence. Il faut éviter donc ce cas de figure. Dans la figure de droite, nous voyons que le secteur 2 est en réception, le secteur 3 également en réception et le secteur 1 en réception, contrairement au secteur 4 qui transmet. Donc, ça crée des interférences mutuelles puisqu'on est dans un même réseau et puis on se crée mutuellement des interférences. Alors, pour résoudre ce genre de problème, qu'est-ce qu'on fait? On devrait donc utiliser l'outil de synchronisation pour empêcher cela. Et pour le faire, on a besoin de deux choses. La première chose, c'est l'installation d'un micro-logiciel qui s'appelle le TDMA. Vous pouvez donc le télécharger là sur notre serveur FTP. Et le deuxième élément dont on aura besoin pour faire ce travail, ça sera donc l'utilisation de l'outil de synchronisation, cet accessoire qui s'appelle AudoSync. Voilà, c'est cet outil que vous voyez donc là installé au-dessus du pylône et qui est directement connecté sur les secteurs des stations de base. On se rend compte que dans ce cas de figure, tous les 4 secteurs de la station de base sont en transmission. Il n'y a pas d'interférence. Dans le deuxième cas de figure, tous les secteurs de la station de base sont en réception. Il n'y a pas d'interférence. Alors, comment cet outil de synchronisation fonctionne? Cet outil de synchronisation est comme un clock, c'est-à-dire il est chargé de générer un signal clock au secteur pour donc faire une certaine coordination, c'est-à-dire régulariser les cycles, par exemple, un cycle de transmission, un cycle de réception, et tout ça sera contrôlé et harmonisé donc par le signal de synchronisation qui sera donc émis par cet équipement ou cet accessoire. Bon, ici, nous avons donc deux types de micro-logiciels. On a le Polink ou le TDMA. Nous sommes dans un premier temps sans synchronisation. Or, on se rend compte qu'on a donc 360 degrés de couverture réseau avec 4 secteurs, comme nous l'avons évoqué un peu précédemment, pour un spectre total de 140 MHz. Mais qu'est-ce que cet outil de synchronisation nous donne de plus? On se rend compte que lorsque on prend l'option TDMA avec donc l'outil de synchronisation qui n'est rien d'autre qu'un hub de synchronisation, on va faire
ce même travail, c'est-à-dire la couverture de 360 degrés en utilisant seulement deux fréquences seulement, donc deux canaux. Et non seulement on a deux fréquences, mais ça nous permet de réduire considérablement le spectre à utiliser, de réduire considérablement. On se rend compte que voilà, pour faire le même travail dont on avait besoin de 140 MHz, mais cette fois-ci, avec 45 MHz, c'est largement suffisant. Donc, environ trois fois, c'est-à-dire trois fois on gagne en gain. Vous voyez, le gain est énorme en termes de spectre. Et vous savez très bien ce que le spectre représente en termes de régulation. Voilà. Et généralement, dans la réutilisation des fréquences, compte tenu du fait que les équipements sont dotés du DFS, il y a parfois des signaux radars qui peuvent interrompre le signal. Et pour limiter le temps de recherche ou de relance des fréquences, on peut donc faire une configuration des grilles de fréquences pour réduire le temps, c'est-à-dire en diminuant par exemple les bons sur chaque fréquence. Ça nous permet d'avoir donc, de limiter donc le temps d'arrêt et la connexion. Bref, on fait remonter le lien radio le plus rapidement possible. Voilà. Ici, là, nous avons donc des cas très typiques en synchronisation. On peut avoir besoin de plusieurs fréquences ou du moins de plusieurs secteurs pour faire une synchronisation. Ça peut être dans le cas où on a peut-être un très grand espace avec plusieurs stations de base et on a très peu de fréquences. Le spectre est très, très, très réduit pour pouvoir faire ce genre de travaux. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On peut, par exemple, utiliser les équipements en mode MISO. En mode MISO, ça veut dire que lorsqu'on prend donc un seul canal, on divise ce canal en deux, voilà, en deux, de façon à synchroniser chaque secteur par polarisation. C'est-à-dire, si on a par exemple une bande de deux canaux de 3,5 seulement, on peut donc utiliser un canal pour une bande et l'autre canal pour la deuxième bande. Et puis, on pourra donc disposer de manière à synchroniser soit en vertical, soit en horizontal pour éviter donc le croisement des fréquences, tel que vous voyez un peu sur la carte. Et je profite de l'occasion pour vous parler de la synchronisation lorsqu'on est dans un très grand milieu ou du moins dans une très grande région, pas dans un seul site, mais lorsqu'on associe plusieurs sites. Lorsqu'on associe plusieurs sites, on aurait également besoin de les faire fonctionner de manière synchronisée. Et pour ce faire, on doit donc utiliser l'outil de synchronisation sur chaque site ou du moins sur chaque station de base. Dans un premier temps, pour synchroniser les secteurs de la station de base et dans un deuxième temps maintenant pour synchroniser toutes les stations de base entre elles en associant ou du moins en les configurant tous vers un satellite. Et à ce moment-là, le signal d'horloge sera donc envoyé à toutes les stations de base à la fois par le même signal satellitaire. Ici, là, nous avons donc la présentation physique de notre outil de synchronisation dans ce récepteur GNS. Et cet outil a 6 ports de synchronisation et puis un 7e port qui est le port pour la connexion en connexion RG45 qui nous sert donc d'alimentation.
Voilà. Et puis, les câbles qui sont utilisés en synchronisation sont des câbles Cap5. Donc, ce sont des câbles spéciaux qu'on utilise pour la synchronisation. Vous verrez ces câbles un peu plus bas. Et notons donc les modèles d'équipement Infinet sur lesquels donc, ce câble peut être connecté pour la synchronisation. Ce sont les modèles de la famille Infiman. Voilà, précisément que les MMXB, OMXB, QMXB ou bien tout simplement que MMX ou OMX pour ce qui est des équipements des Infilink, c'est-à-dire point à point ou bien Infiman comme tout à l'heure pour des stations de base. Cet équipement également supporte la poussière et l'humidité. C'est-à-dire qu'il supporte la norme I66 et IP67. La tension d'alimentation est là de 19 à 56 et puis la puissance consommée max est de 4 watts. Il n'est pas grand, il est tout petit, un peu plus d'un demi-kilogramme de poids. Voilà comment se présentent donc les équipements sur lesquels on peut connecter donc le Cap5. Donc voilà, il y a donc ce port sur lequel on connecte donc le câble de synchronisation. Ici, c'est ce câble qui s'appelle le Cap5, donc c'est un câble spécial pour la synchronisation. Et voilà l'outil de synchronisation que lui-même. Bon, maintenant, nous allons voir comment on fait une configuration de la synchronisation, de cet outil de synchronisation. Donc, sur chaque station de base, il suffit tout simplement d'aller donc dans l'option Setting et puis on active donc Our Sync. Donc, on active l'outil de synchronisation. Et la chose la plus importante qu'il ne faut jamais oublier, c'est que vous devez toujours vous rassurer que la taille de la frame doit être la même partout, sur tous les secteurs à synchroniser. Et puis le ratio, c'est-à-dire le rapport downlink, uplink, montée, descente. Donc, ce sont des éléments principaux à ne jamais confondre, ne jamais. Donc, dans le cas où il y a différence, la synchronisation ne pourra pas être effective. Parce que lorsque vous voyez, par exemple, la taille de la frame, la structure de la frame, vous voyez la transmission, la réception, ainsi de suite. Or, si on augmente, par exemple, la taille de la frame, sur un secteur et sur un autre secteur, on réduit la taille de la frame, vous voyez très bien que les temps ne seront plus les mêmes. Vous voyez, les temps ne seront plus les mêmes. Donc, c'est très important. Or, qui dit synchronisation ici parle beaucoup plus du signal d'horloge qui n'est rien d'autre que le temps. Voilà. Et puis, donc, pour activer maintenant le satellite, on va donc sur par l'interface web, système de configuration, setting. Et puis, on va tout simplement cocher sur Use GNS Time. Et puis, on va donc cocher sur Enable GNS Receive. C'est tout, c'est tout. Et puis, la synchronisation est activée. On peut déjà se permettre de voir donc qu'avec les coordonnées GPS, on peut identifier la position de l'équipement sur une carte. Voilà. Maintenant, nous allons donc voir certains cas sur lesquels on devrait faire attention. Lorsqu'on fait une installation sur une station de base, on doit éviter parfois d'avoir une puissance élevée, très élevée d'un abonné et très proche de la station de base. Parce qu'on peut ne pas être en synchronisation, on peut ne pas être. Donc, ce sont des choses. Ou alors, on peut avoir un client très proche ou bien très bas par rapport à la station de base et qui n'est pas bien couvert. Donc, ce sont des choses sur lesquelles il faudra toujours veiller.
ou alors on peut se rendre compte que cet équipement est plutôt écouté par la station de base de derrière, c'est-à-dire que de dos par son lobe arrière. Donc, il faut être méticuleux dans ce sens. Un autre cas très, très important qui est fréquent, c'est qu'il arrive parfois qu'un client, ou du moins un abonné, se retrouve entre deux secteurs, c'est-à-dire que dans la zone de croisement entre deux secteurs. Alors, ce sont des cas parfois très, très difficiles à retrouver, vraiment très, très difficiles à retrouver. Il faut être assez méticuleux. Donc, il faut généralement éviter ce genre de choses. Il faut être assez vigilant là-dessus. Tout à l'heure, là, on va avoir des éléments pour pouvoir savoir comment détecter ce cas de figure et comment résoudre. Ça, c'est dans l'option de dépannage un peu plus bas. Voilà. Maintenant, lorsque nous sommes dans l'option de dépannage, qu'est-ce qu'on fait? On vérifie dans un premier temps la fenêtre de synchronisation que nous voyons là. Vous voyez, donc lorsque la synchronisation est activée et que nous sommes en synchronisation, voilà, le fonctionnement est normal, il n'y a aucun problème, c'est correct. Il n'y a pas de souci, vous allez voir Sync House, il n'y a pas de souci. Maintenant, lorsque nous étions synchronisés avant et qu'on a perdu la synchronisation pour une raison ou une autre, vous allez vous rendre compte que voilà, on va donc voir le message Sync Loss. Sync Loss, ça veut dire tout simplement qu'on a perdu la synchronisation. Et on verra un peu plus loin comment ça se manifeste, les paramètres qui nous donnent donc ces informations lorsqu'on perd la synchronisation, par exemple, quelque part. Comment ça se voit également. Et puis, on peut se rendre compte que dans le troisième cas, on peut se rendre compte qu'effectivement, nous avons donc une synchronisation qui est activée, qui est établie, mais elle est tout simplement désactivée. Donc, à ne pas confondre. On peut avoir une synchronisation dans le deuxième cas qui est bien activée, mais la synchronisation est perdue. Alors que dans le troisième cas, la synchronisation est tout simplement désactivée. Donc là, ce n'est pas une panne, c'est désactivé. Mais le deuxième cas, c'est une panne parce qu'on est supposé être en synchronisation, mais on a perdu carrément. Voilà. Maintenant, nous allons donc analyser les paramètres sur la liaison. Et généralement, qu'est-ce qu'on regarde? On voit donc l'état de synchronisation. No sync. Ça veut dire tout. Il n'y a pas de synchronisation. Alors, les paramètres qu'on regarde le plus souvent, on regarde donc le niveau de RSSI. Le RSSI, c'est le niveau de réception du signal. Généralement, la valeur du RSSI doit se situer entre moins 40 dBm et moins 60 dBm pour un fonctionnement normal, pour un fonctionnement beaucoup plus optimal. Mais lorsque vous voyez déjà que vous n'êtes plus dans la norme, ça veut dire qu'il peut y avoir plusieurs raisons. Par exemple, il peut y avoir des interférences. Il peut avoir un signal beaucoup plus bas ou du moins un signal beaucoup plus élevé quelque part ou bien un équipement très rapproché du secteur avec une puissance de sortie beaucoup très élevée. C'est ce phénomène aussi visible dans l'alignement des antennes. Immédiatement, vous voyez un peu comment ça se produit. Un autre élément sur lequel on doit aussi regarder, c'est le SNN, c'est-à-dire que le rapport signal et bruit, qui est généralement dans l'ordre de 28, par exemple, 28, 29, 30, ainsi de suite. Donc, généralement, lorsque le bruit est beaucoup plus supérieur au signal utile, ça veut dire que ça peut être donc un problème d'interférence qui nous affectent ici, là. Donc, ce sont donc des éléments qui nous donnent des indications pour pouvoir donc
savoir à quoi s'en tenir ou alors avoir une idée des pistes de dépannage. Un autre troisième élément sur lequel nous allons beaucoup regarder, c'est le niveau de répétition. Le niveau de répétition. Donc, lorsqu'on a un niveau de répétition déjà supérieur à 5%, bon, c'est un peu critique, mais à 10%, ce n'est plus acceptable. Ce n'est plus acceptable. Ça veut dire qu'on est en interférence, et puis il faut donc vérifier tous les paramètres radio, utilisant donc les instruments dont nous possédons, en regardant donc tous ces caractères. Qu'est-ce qui empêche la synchronisation, ainsi de suite. En regardant la position des abonnés en fonction du secteur et vérifier donc tous ces éléments suscités. Maintenant, comment regarder donc les sources d'interférence? On va donc sur notre équipement à l'option Web Interface, on clique donc sur l'abonné en question et puis on va donc sur l'analyse de sources. On va se rendre compte que dans l'analyse de sources en radio, on va voir donc le nombre de pulsations. On va voir le nombre de pulsations. Et si le nombre de pulsations est élevé, ça veut dire que on est face aux interférences. Et toujours cet outil d'analyse de sources nous permet également de donner des informations sur des équipements qui sont connectés sur ce secteur de la station de base. On verra ça également plus loin, c'est-à-dire de voir des sources qui ne sont pas associées au secteur, c'est-à-dire des sources qui interfèrent et des sources qui sont interférées. Là, ça permet donc de prendre des mesures de résolution. Regardons ici ce cas de figure. Dans ce cas, on a par exemple une station de base et des abonnés. On peut avoir le cas où la station de base écoute les abonnés d'un autre secteur, ou du moins un secteur écoute les abonnés d'un autre secteur. Ça veut dire qu'il y a une forte proximité de bruit. Alors, l'adresse MAC pourra donc apparaître dans ce tableau. On pourra donc voir qu'il y a des adresses MAC parmi lesquelles les adresses MAC de notre secteur, et on pourra avoir des adresses MAC intruites. Et ça permettra donc de savoir que c'est cette adresse MAC intrus qui émet sur cette fréquence-là, et on peut donc la retrouver. Et je vous rappelle que sur cet analyseur de sources, tous les équipements qui seront, ou du moins tous les adresses MAC qui seront visibles ici, ce sont les adresses MAC des équipements Infinet. Donc, par défaut, vous voyez donc les premiers octets, voilà, 2, 4 et 3. On a donc 0, 0, 0, 4 et 35 correspondant aux adresses MAC des équipements Infinet. Chaque constructeur possède l'identification de ces équipements. Donc, on ne retrouvera pas ça sur d'autres équipements. Voilà. Vous voyez donc que le niveau de pulsation ici est très élevé. Très élevé. Voilà. Et comment faire généralement pour reconnaître que une source est intruite? Voilà, nous voyons donc la lettre N qui nous montre donc que voilà, cette source, elle est intruite. Voilà. Et puis, on a donc le nom de cet abonné qui est là. Et vous allez vous rendre compte qu'en termes de fréquence, c'est la même fréquence qui est utilisée. Ça veut donc dire que c'est deux mêmes fréquences qui sont en train de s'interférer. Voilà. Nous pouvons donc regarder également le signal ici. Nous pouvons donc regarder le signal ici. Nous voyons 0,5, 92, 0,5, contrairement à la norme. Il y a une très forte différence.
Maintenant, lorsqu'on est dans un cas de figure pareil, et comment est-ce qu'on peut faire pour résoudre le problème? Parfois, on se rend compte que au niveau d'ici, les lobes arrière d'un secteur peuvent carrément affecter un abonné qui est supposé fonctionner avec un autre secteur opposé, par exemple, comme ce cas de figure où cet abonné écoute carrément le lobe arrière de cet autre. Alors, pour résoudre, par exemple, ce genre de problème, on peut carrément déplacer les secteurs et les placer sur, par exemple, sur les bords de, de, de l'immeuble, sur les bords de l'immeuble, par exemple, pour pouvoir faire un écran pour complètement isoler, donc créer de l'obstruction pour pouvoir isoler donc l'abonné donc du lobe arrière de ce secteur. Une autre possibilité qu'on peut utiliser, on peut venir au milieu, c'est-à-dire là, au milieu donc des deux secteurs, on peut venir au milieu des deux secteurs. On met donc une plaque pour pouvoir barrer, c'est-à-dire pour pouvoir faire une obstruction au lobe arrière. C'est-à-dire qu'en mettant donc cette plaque entre donc les deux secteurs, ce qui fera en quelque sorte que l'émission qui se faisait donc par le lobe arrière de l'antenne sera tout simplement réfléchie sur cette plaque et puis prendra donc une déviation. Et bien sûr qu'il faut donc utiliser une plaque qui permet donc on appelle ça quoi, une réflexion du signal pour pouvoir l'orienter. Et il est préférable que vous l'incliniez un peu, voilà, qui est donc un angle de réflexion pour pouvoir donc recevoir et l'envoyer dans un peu plus haut. Éviter donc que ça n'aille donc créer une interférence sur donc l'équipement ou du moins l'équipement de derrière qui est supposé appartenir à la station, le secteur qui est dans le dos. Voilà. Et parfois également, on utilise certaines techniques comme limiter la puissance de sortie, toujours pour résoudre ce genre de problème. Si je viens ici, on peut, dans ce cas de figure, on peut également jouer sur la puissance de sortie de cette antenne dont le lobe émet pour perturber un client de derrière. Qu'est-ce qu'on fait? On peut diminuer la puissance de sortie. Mais lorsqu'on diminue cette puissance de sortie, on doit se rassurer qu'on est en train de créer un mal aux abonnés qui sont à de longues distances parce que déjà, ça va impacter sur le niveau de réception de leur signal, donc sur le RSSI, au niveau de leur signal d'entrée, donc ça va impacter. Et si ça impacte, ça veut dire tout simplement qu'on pourra donc se retrouver à une forme de réduction du débit sur ces clients éloignés-là. Donc, on doit bien savoir à quel jeu on s'en tient pour ne pas avoir des surprises. Ou encore, on peut tout simplement faire un tag du RSSI, c'est-à-dire qu'on fixe un niveau de RSSI pour limiter à une certaine valeur constante la puissance de sortie. Voilà. Ici, il y a certains cas qui sont aussi capricieux, c'est-à-dire on peut avoir des interférences, mais cependant, lorsqu'on fait le scan, on ne retrouve pas donc l'adresse marque de la source d'interférence. On ne retrouve pas l'adresse marque de la source d'interférence. Mais comment est-ce qu'on sait qu'il y a interférence? On voit très bien que le niveau de pulsation est élevé. Alors, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Généralement, pour les cas pareils, c'est lorsque la source d'interférence est bien synchronisée avec donc l'équipement qui l'interfère. Ils sont bien synchronisés, ce qui fait que parfois son adresse marque peut nous échapper. Or, pour détecter cela, on doit d'abord se rendre compte que le niveau de pulsation est très élevé.
Et de deux, on doit regarder le niveau du signal RSSI qui ne sera pas du tout normal. Maintenant, pour l'identifier, parce qu'il peut y avoir plusieurs, il faut bien identifier. Pour l'identifier, on peut carrément suspendre un peu la synchronisation et relancer un scan des sources pour pouvoir identifier cette adresse MAC. Voilà. Et généralement, nous pouvons donc baisser aussi la tension de sortie, pardon, la puissance de sortie sur les abonnés pour toujours éviter donc de créer une forme d'interférence avec les équipements les plus proches sur la même fréquence. Mais ceci, on doit toujours tenir compte donc de la distance et du signal, du débit, je veux dire, à recevoir. C'est important. Bon, je vous remercie pour votre attention. Et je profite donc du fait pour vous rappeler que notre prochain webinaire qui aura lieu le mois prochain sera donc basé sur les liaisons de longue distance de plus de 50 km, 100, 150, ainsi de suite. Et vous serez donc informés. Vous avez donc là le lien sur notre site de Infinite Wireless Academy. Maintenant, là, nous allons donc passer à la rubrique de questions s'il y en a. Et puis, on va donc les répondre. Oui, Samir a écrit donc seulement sur les pros, c'est-à-dire la plateforme H08. Oui, ce sont des équipements pro uniquement qui utilisent l'outil de synchronisation. Parce que ces équipements sont dotés donc de ce port de synchronisation. Il est tout rond comme ça là. Voilà. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez donc les écrire dans la rubrique chat. Y a-t-il d'autres questions? S'il n'y a pas de questions, s'il n'y a pas de questions, ça veut dire soit. S'il n'y a pas de questions, ça veut dire soit, soit on a très bien compris. Et oui, ça veut dire soit on a très bien compris, soit on n'a pas compris. S'il n'y a pas de questions, ça veut dire soit on a compris, ou soit on n'a du tout rien compris. Or, si on n'a rien compris, n'ayons pas honte, posons nos questions. Et si on a bien compris, on peut mettre un plus. C'est possible d'avoir cette présentation, le lien pour revoir le... Oui, Famara, pardon, le lien pour avoir le webinaire sera donc dans notre site de l'Infinite Wireless Academy. Donc, il suffira donc d'entrer dans notre site de l'Infinite Wireless Academy et puis vous allez avoir le lien sur le webinaire pour mieux le regarder. OK. Oumar, c'est bon. Alain, mon ami Alain. Pouvez-vous faire un résumé de la présentation? Un résumé de la présentation en 2 mots. Je dirais tout simplement que cette présentation nous a permis de savoir comment on fait une planification radio en utilisant un spectre assez aigu, assez restreint et en évitant des interférences, c'est-à-dire en évitant donc de se créer des interférences mutuelles, internes. Et pour ce, nous avons donc utilisé des secteurs, c'est-à-dire des antennes sectorielles de 90 degrés chacune, pour
pour faire une couverture de 360 degrés, 4 antennes. Et nous avons utilisé donc un hub de synchronisation pour synchroniser donc ces antennes entre elles. L'objectif ici, c'est de leur permettre de transmettre au même moment, suivant donc le signal d'horloge qui leur est envoyé, et de recevoir au même moment, suivant également le signal d'horloge qui leur est envoyé. On a parlé donc de la configuration, comment configurer ces antennes et comment configurer donc l'outil de synchronisation. Et à la fin donc du webinaire, nous avons donc parlé du dépannage, c'est-à-dire on a étudié certains cas d'interférence, comment les résoudre, comment les éviter, comment les détecter. Voilà, donc c'est ça le résumé du webinaire. J'espère que c'est bon, Alain. Famara demande, je veux revenir sur la question de time slot chez Infinet. La question de time slot, oui. En termes de time slot, Famara, c'est une question assez large. J'aimerais ça dit qu'il y ait un peu plus de précision sur cette question de time slot. Parce que ici, quand on parle de time slot, on doit déjà tenir compte de deux paramètres. Si on est par exemple en MINT ou si on est en TDMA. Le time slot ici, c'est quoi? En fait, c'est le temps qui est attribué, par exemple, à un client pour pouvoir effectuer une opération vers la station de base. Transmission, par exemple, et réception. On parle de time slot. Mais ce time slot-là, ça a une manière de fonctionner différente suivant donc le micro-logiciel dans lequel on se trouve. Quand je parle de micro-logiciel, je parle de soit TDMA ou soit POLINK. Voilà, donc le fonctionnement de time slot est différent. Donc, on en reviendra là-dessus. On fera un autre webinaire. Je vais noter là-dessus pour qu'on parle d'abord de la structure de la frame, ainsi de suite, le mode de fonctionnement en TDMA par rapport au mode de fonctionnement en POLINK. Et on comprendra bien comment se manipule cette time slot et quel effet ça nous donne en termes positifs dans les interférences. Quand est-ce qu'il faudra choisir peut-être POLINK contrairement au TDMA, ou bien quand il faudra choisir TDMA contrairement au POLINK. Voilà. OK. Alain demande si la présentation est disponible. Oui, Alain, la présentation est disponible. Voilà l'adresse de notre site de l'Infinet Academy. Il suffit d'entrer et de s'enregistrer et tout. Donc, tous les webinaires seront donc disponibles sur ce lien, ou bien on pourra le retrouver sur notre canal YouTube ou bien sur notre groupe WhatsApp. Vous pouvez donc poser la question à un des administrateurs qui pourra vous envoyer donc un lien en inbox. Famara demande comment Infinet gère la gestion des ressources dans un secteur d'une station de base de données. Oui, Famara, généralement, la gestion des ressources se fait de manière, ça dépend. Généralement, dans un secteur, il y a ce qu'on appelle un débit qui est destiné à la gestion de ressources. C'est généralement un pourcentage du débit. Avec Infinet, c'est très, 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 très faible. Je prends un exemple. On peut avoir 240 mégabits sur un secteur. Et dans les 240 mégabits, on peut avoir environ 10 mégabits qui est là pour la gestion du trafic dans le secteur. Or, comment se fait la gestion du trafic dans le secteur? Il y a plusieurs éléments sur lesquels on doit s'attarder. Il y a d'abord, premièrement, le nombre d'abonnés qui est connecté au secteur. Ça veut dire, plus on a un nombre d'abonnés important, plus on doit donc toucher à la ressource qui est destinée à la gestion. Deuxièmement, il y a donc
les fonctionnalités implémentées, par exemple les fonctionnalités telles que le COS, qualité de service, qui est également géré par une partie du trafic destiné à la gestion. Ça veut tout simplement dire quoi? Que la somme de tous ces éléments-là occupe une petite partie du débit. Et l'autre grande moitié du débit est chargée, c'est-à-dire qu'elle est répartie suivant le nombre d'abonnés et suivant donc l'option qui a été configurée. Si c'est une répartition égale, par exemple, à part égale pour chaque secteur, donc pour chaque abonné, ça sera donc divisé. Mais lorsqu'on applique, par exemple, les règles du traffic shipping, également, il y a un pourcentage du débit de gestion qui entre encore en jeu pour gérer donc le trafic shipping. Se rassurer que, voilà, il y a tel abonné qui est à la priorité 1, puisqu'on a une règle de cost qui va jusqu'à 32 niveaux, qui est une règle de cost. Et donc, le fonctionnement de tout cela est pris en charge par ce trafic de gestion dans le secteur. Voilà, donc c'est tous ces éléments-là. Et je pense qu'on peut également introduire ça dans un webinaire plus tard. Tout ça, je les note pour mieux comprendre. Voilà, je vois donc une question. Oui, je vois une question. Bonjour à tous. C'est Kadim Fall, oui. Bonjour, bonjour, bonjour Kadim. Peut-on revenir sur le gain en spectre en TDMA? Oui, pour ce qui est du gain sur le spectre en TDMA, je vais donc revenir sur ce slide pour qu'on puisse bien comprendre ce qu'on gagne. Voilà, je reviens. Une seconde. Voilà. Voilà, voilà. On y arrive. OK, voilà. Ici, là, pour répondre à ta question, qui est même d'ailleurs une très, 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 très bonne question parce que c'est le point vraiment crucial qu'on rencontre en interface radio avec les autorités de régulation du spectre. On voit donc ici, lorsqu'on est en polling, on a besoin, l'intervalle de protection entre deux canaux est très, très, très élevé. On recommande d'avoir donc l'intervalle de protection sensiblement égal à la largeur du canal. Ce qui fait que ici, si nous avons 360 degrés à couvrir avec 4 secteurs, on se rend compte que nous allons utiliser 4 fréquences, donc 4 canaux, de 20 mégabits par exemple, de 20 mégabits si on est dans les canaux de 20, de 20 mégabits, ce qui nous fait 80 mégabits déjà. Associé à ça, donc les intervalles de protection 3, ça veut dire 3 fois 20, 60. Donc on a 80 plus 60, on est à 140 MHz de spectre pour pouvoir couvrir donc une station de base de 4 secteurs. Vous voyez, donc on est obligé d'utiliser 4 fréquences pour couvrir une zone de 360 degrés à 140 MHz. Contrairement, lorsqu'on vient donc en TDMA et qu'on associe à ce TDMA le hub de synchronisation que j'ai présenté plus haut, ça veut dire qu'à l'aide de ce hub, nous pouvons utiliser juste 2 fréquences au lieu de 4, 2 fréquences. Et on mettra par exemple une fréquence dos à dos et la deuxième dos à dos. On utilisera juste 2 fréquences. On aura donc couvert les 360 degrés. Et en termes d'intervalle, plus haut on avait donc 40 MHz, ici nous avons tout simplement 5 MHz pour protéger donc les 2 canaux. En TDMA, nous n'avons besoin que de 5 MHz pour protéger donc ces 2 canaux. On se rend compte qu'on a fait le même travail avec
45 MHz de spectre seulement, 45 MHz, contrairement à 140. Ça veut dire que c'est plus de 3 fois plus. Vous voyez, c'est plus de 3 fois plus en termes d'économie. Donc, c'est ce qu'on gagne ici en utilisant donc la TDMA. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Y a-t-il encore des questions? Attendez, qui est là? Voilà. Bonjour, c'est possible d'avoir cette présentation du lien? Oui, effectivement, on a répondu. Oui, le gain en fréquence. Oui, effectivement, on a répondu à cette question. Y a-t-il d'autres questions? OK. Bon, s'il n'y a pas de questions, OK. Okay, je vois une autre question. Ici, c'est mon ami Aristote. OK. Bonjour, Aristote, bienvenue. Voilà, bonjour à tous. Merci beaucoup pour le webinaire. Voudriez-vous, s'il vous plaît, revenir un peu sur la réduction de la capacité de transmission en cas d'interférence qui affecte d'autres abonnés? OK. Je vais donc, pour répondre à cette question, je vais donc revenir sur le lien. La réduction, je reviens sur le lien. Je reviens donc sur le slide. Voilà. Non. Si vous permettez. Une seconde, là, j'essaie de retrouver très rapidement. Très rapidement. Très rapidement. Mais oh là là, ça veut dire que c'est plus bas, là. Voilà, je m'excuse un peu, il faut que je retrouve. Voilà. 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 Ici, là, parlant donc de la réduction du débit du secteur pour éviter l'interférence. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous voyez, par exemple, vous avez deux secteurs qui sont là dos à dos et qu'il y a un abonné qui est supposé fonctionner sur ce secteur qui est en face de lui. Et par contre, il y a donc un autre secteur derrière qui a donc qui transmet par le lobe arrière. Parce que vous savez, lorsque vous voyez le diagramme de rayonnement de l'antenne, vous vous rendez compte qu'il y a un lobe arrière qui émet également. Donc, c'est vrai, il y a le lobe principal, il y a les lobes secondaires, il y a également le lobe arrière qui n'est pas toujours de grande portée, de grande distance, mais qui émet, on peut facilement émettre jusqu'à 400 mètres, c'est possible, pourquoi pas, c'est possible derrière. Or, imaginons que cet abonné soit derrière et reçoive un signal qui vient donc du lobe arrière de ce secteur. Alors, on peut éviter cela en quoi faisant? On peut éviter cela en diminuant, par exemple, la puissance de sortie de cette antenne, en diminuant un peu la puissance de sortie. Parce que lorsqu'on diminue la puissance de sortie, j'ai évoqué plus haut que la distance du signal varie suivant le coefficient d'amplification de l'antenne et la puissance de sortie du module de transmission, de la radio de transmission. Donc, la puissance de sortie associée au coefficient d'amplification de l'antenne, ça nous permet d'envoyer le signal plus loin. Or, lorsqu'on envoie ce signal plus loin, on envoie non seulement par le lobe principal, mais on le fait également
vers le lobe arrière, ce qui fait qu'on atteint aussi facilement un équipement qui est supposé fonctionner sur une station de base, mais qui est sur un secteur en face de lui, mais qui reçoit en même temps le secteur sur lequel il n'est pas connecté. Voilà, donc on est soumis à ce genre de problème. Or, en diminuant donc cette puissance de sortie, ça permet donc de diminuer, non seulement ça diminue considérablement le signal qui est émis par le lobe arrière, mais ça diminue aussi le signal qui devait être transmis par le lobe avant. Ce qui fait que s'il y avait un client qui se trouvait, ou un abonné qui se trouvait par exemple sur le lobe principal à une distance peut-être de 15 km. Or, en diminuant déjà le signal, le signal de sortie, ou du moins le TX power, donc le signal, la transmission de signal, ça va diminuer en lobe avant, ce qui fait que le RSSI de l'abonné qui est à 15 km réduit. Ça veut dire son signal d'entrée, le niveau du signal d'entrée réduit. Et lorsque le niveau de signal d'entrée réduit, vous savez très bien qu'on émet sur plusieurs modulations. Et il y a une fourchette du signal d'entrée qui permet de déclencher une modulation suivant donc le pas de changement qui lui est attribué. Ça veut dire qu'on peut descendre, une fois que le signal descend, le signal d'entrée sur cette antenne qui est à 15 km est réduit, ça veut dire que ça fait descendre carrément la modulation sur cet équipement à une modulation un peu plus basse. Et qui dit réduire la modulation dit réduire également le débit. Parce que les hauts débits s'obtiennent en modulation supérieure, donc les plus grandes modulations. Les bas débits, c'est pour les modulations, les bas débits, c'est sur les modulations les plus basses. Donc, c'est dans ce sens-là que ça affecte donc le débit. C'est dans ce sens qu'on peut réduire le débit. C'est pour cela que je dis, lorsqu'on se fie à ce jeu, on doit bien réfléchir, savoir à quoi s'attendre. Donc, on doit avoir tous les paramètres pour pouvoir bien jouer sans toutefois résoudre un problème et en créer d'autres. Voilà. J'espère que j'ai répondu à votre question. J'espère. Donc, si j'ai répondu à votre question, monsieur Aristote, si j'ai répondu à votre question, voilà, c'est bien. C'est bien. Ça veut donc dire que il n'y a pas, ça veut donc dire qu'il n'y a plus d'autres questions. Tout le monde va bien. Merci, Samy. Bon, bonne chance pour ton rendez-vous. Et ça veut donc dire que s'il n'y a plus d'autres questions, on suppose que tout le monde a bien reçu et tout le monde a bien compris. Et je profite donc pour vous dire, si vous avez des questions particulières, vous pouvez donc me contacter, ou du moins vous pouvez contacter l'Infinite Wireless Academy dans le cas où vous aimeriez qu'on prépare par exemple un webinaire spécifique pour résoudre un problème auquel vous êtes lié. Voilà, donc si vous avez une préférence, vous pouvez évoquer et puis on pourra donc également soit organiser une conférence pour résoudre ce genre de problème ou bien pour pouvoir discuter là-dessus, ou alors on peut programmer tout simplement des webinaires en fonction de vos exigences. Je vous remercie pour votre attention et puis on se reverra donc le mois prochain pour le prochain webinaire. Moi, c'est Ludovic Thierry Takam, ingénieur spécialiste de Infinite Wireless et également de l'Académie. N'oubliez donc pas que sur le site de l'Académie, vous trouverez donc des cours en ligne qui sont gratuits et puis des cours certifiés également. Donc, vous pouvez vous y abonner et en bénéficier. Voilà. Oui, il y a donc Alain qui écrit « Merci pour la présentation. Je propose dans vos webinaires
vous donner la possibilité aux interlocuteurs de s'exprimer en audio. C'est très édifiant. Merci Alain. Merci Alain. C'est pris en considération et puis on va tenir compte. Et déjà pour répondre à cette question, c'est faisable. Il suffira tout simplement que nos interlocuteurs soient donc dotés d'une très bonne connexion Internet, une très bonne connexion Internet. Et voilà, il n'y a pas de problème et ce sera fait. Merci mon frère Aristote, merci, un plaisir. Merci à tout le monde. Merci Alain, surtout réponds au Skype parce que au WhatsApp, tu es souvent très, très, très perdu. Tu es plus occupé que les présidents. OK. Bon, ça a été un plaisir pour moi de partager avec vous et j'espère qu'on se reverra le mois prochain pour le webinaire sur la réalisation des liaisons de longue distance de 50 km et plus 100 km, 150 km. On verra donc quelques cas bien précis réalisés et les techniques qu'il faut utiliser pour donc réussir à ce type de challenge. Je vous remercie et prenez soin de vous. Ne tombez pas malade. À plus. Bye. Merci mon frère Kadim. Merci. Merci Alain. Merci. Bye. Merci.